Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer à parler, on va continuer le cours sur les protéines de l'inflammation. On a vu hier c'est quoi une inflammation, et puis on a vu la physiopathologie de l'inflammation. On a vu rapidement c'est quoi un marqueur inflammatoire idéal. On a dit qu'il n'y a pas de marqueur inflammatoire idéal. Donc on sera obligé de combiner des marqueurs de l'inflammation. Puis on a vu premier examen, bon marché, qui est la vitesse de sédimentation. Voilà, aujourd'hui on va continuer. Donc après la vitesse de sédimentation, on va voir les principaux protéines de la réaction inflammatoire. Donc quelles sont les principaux protéines de la réaction inflammatoire? Donc on peut les classer en fonction de leur cinétique. Il y a des protéines de la réaction inflammatoire qui ont une cinétique rapide, c'est la CRP, la molécule de la procalcitonine. Il y a des marqueurs qui ont une cinétique intermédiaire, ce sont les orosomécoïdes et l'aptoglobine. Enfin, les marqueurs de l'inflammation qui ont une cinétique lente. C'est comme la transférine, la ferritine et la fraction C3 du complément. Bon, si toujours, on a dit qu'on a classé les protéines inflammatoires en 3 classes. Ceux qui ont une cinétique rapide et qui sont très utilisés dans le domaine médical ou qui sont très prescrits dans la pratique médicale courante. On voit ici la CRP, vous voyez ici la CRP, vous voyez que la valeur de la CRP peut aller jusqu'à 10 000 fois le pourcentage de variation de concentration au cours de la réaction inflammatoire. Vous voyez ici, il est rapide. Vous avez ici la cinétique en heure. Ici, le pourcentage de variation de concentration plasmatique. Vous voyez la variation en nombre de jours. Déjà, vous voyez, il y a des protéines de l'inflammation qui ont une cinétique rapide, comme la CRP. Voilà. Et on a une autre molécule qui est la sérum amyloïde A, on appelle SAA, sérum amyloïde A. Et puis, on a les autres qui ont une cinétique intermédiaire, qu'on voit ici, l'orosomécoïde, l'aptoglobine. Puis la classification qu'on a vue avant, vous avez ici les protéines dont la concentration ou dont les taux augmentent après une réaction inflammatoire, qu'on appelle les protéines de la réaction inflammatoire positive. C'est le fibrinogène, l'aptoglobine, la fraction C3 des compléments, la 1-antitrypsine, l'orosomécoïde, la CRP, la protéine C-réactive, la sérum amyloïde A, et puis vous avez des protéines de la réaction inflammatoire qui voient leur concentration baisser, à savoir l'albumine, la transférine et la préalbumine. Baisser, pourquoi? C'est parce que leur dégradation est supérieure à leur synthèse. Voilà, on l'appelle des protéines de la réaction inflammatoire négative. On commence par les protéines de la réaction inflammatoire, une molécule qui représente les protéines de la réaction inflammatoire
intermédiaire, à savoir le roseau mycoïde. Donc le roseau mycoïde ou alpha-glycoprotéine, alpha 1 glycoprotéine, donc il va migrer dans la fraction alpha 1 au niveau de l'électrophorèse. Ça, on va le voir dans les travaux dirigés sur l'électrophorèse des protéines plasmatiques. Voilà, cette classification, donc sachez juste maintenant que le roseau mycoïde ou alpha 1 glycoprotéine acide est le principal membre du groupe des séromucoïdes. Il est synthétisé par le foie, mais aussi par des polynucléaires neutrophiles, des lymphocytes, les cellules prostatiques, et des monocytes. Donc, il a des valeurs basses chez le nouveau-né, entre 0,4 et jusqu'à 0,8 grammes par litre, et au bout d'un mois, il augmente avec l'âge jusqu'à 1,5 grammes par litre. Donc, toujours pour le dosage de l'eurozo mycoïde, donc on utilise un tube sec, donc un tube sans anticoagulant, malade à jeun, donc depuis 8 heures. Pour la partie analytique, donc c'est un dosage par néphilimétrie ou turbidémétrie. Ça dépend de ce que le laboratoire a comme machine. Donc, en post-analytique, le roseau mycoïde est utilisé comme un marqueur de passage vers la chronicité. Voilà, avec des concentrations qui restent souvent élevées dans ce contexte. Donc, c'est un marqueur de passage vers la chronicité. Donc, il est diminué donc, dans l'interprétation qu'on est en post-analytique. C'est dans l'interprétation de vos résultats. Donc, faites attention, il est diminué pendant la grossesse et en cas d'insuffisance rénale ou hépatique. Une autre chose, il est diminué dans le cas de la vitamine A et quand votre malade il est sous anti-inflammatoires stéroïdiens qu'on appelle les corticoïdes et puis les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça veut dire c'est des médicaments avec quoi on va traiter l'inflammation. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou corticoïdes sont plus forts contre l'inflammation que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc dans tous ces cas, vous aurez une diminution du taux de l'eurozo mycoïde. Donc faites attention si vous êtes devant une grossesse, cas d'insuffisance rénale ou hépatique, c'est normal hépatique puisque l'eurozo mycoïde, comme on a vu, il est synthétisé au niveau du foie sous l'action des cytokines, cas d'insuffisance hépatique. Donc la valeur de l'eurozo mycoïde sera diminuée. Donc il faut prendre, voilà, quand vous avez un résultat de laboratoire, il faut prendre le tout, toujours connaître la clinique du patient, ou en général l'histoire des maladies du patient. Voilà. Donc, son délai d'apparition dans le sang suite à un stimulus est de 12 heures. Donc, il plafonne en 2 à 3 jours. En 2 à 3 jours, pardon. Voilà. Donc, voilà, il s'élève fortement dans les états inflammatoires, en particulier en cours du rhumatisme articulaire aigu de l'enfant, les RAA de l'enfant, dans lequel l'évolution favorable était suivie par la baisse progressive de l'eurozo mycoïde. Donc, en post-traitement, en cas de rhumatisme articulaire aigu de l'enfant, le taux d'eurozo mycoïde doit baisser. Donc, on peut le prendre comme un bon marqueur de suivi du RA, rhumatisme articulaire aigu. Voilà. Donc, si on veut récapituler, donc l'eurozo mycoïde, en général, c'est une protéine
dans la cinétique, il est intermédiaire et il est utilisé pour le suivi. C'est un marqueur de la chronicité de l'inflammation. Donc, il est dosé par néphélimétrie ou turbidémétrie. Si vous avez la néphélimétrie, elle est plus précise. Donc, demandez à ce que votre dosage soit fait par néphélimétrie. Et puis, il peut être utilisé dans le RA, dans le suivi des malades sous RA. Dans l'interprétation de l'érosion mucoïde, il faut faire attention aux renseignements cliniques. Votre patiente est enceinte en cas d'insuffisance rénale, insuffisance hépatique, ou il y a une avitaminose A, ou votre patient il est sous corticoïde ou anti-inflammatoire non stéroïdien. Voilà. Maintenant, on passe à une autre protéine de cinétique intermédiaire qui est l'aptoglobine, et c'est une alpha-2 glycoprotéine. J'ai dit cette classification, on va la voir dans le DD des électrophorases des protéines sériques. Donc c'est une alpha-2 glycoprotéine, donc synthétisée par les hépatocytes. Donc il est constitué d'un monomère formé de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes bêta-idéntiques et des chaînes alpha différentes de type alpha 1 et alpha 2. En général, l'aptoglobine, il faut se rappeler de ça, toujours, c'est que l'aptoglobine, il va diminuer en cas d'hémolyse. L'aptoglobine est diminue en cas d'hémolyse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il fixe l'hémoglobine libre. Il fixe l'hémoglobine libre. C'est ce qu'on va voir dans le cadre de l'inflammation. Il existe une hémolyse aussi, une hémolyse tissulaire due à la séquestration, la séquestration et la lise des hématies dans le foyer inflammatoire. Et voilà, donc vous voyez ce complexe qui est l'aptoglobine qui va fixer l'hémoglobine. Donc par un récepteur macrophagique, le complexe hémoglobine, et aptoglobine, c'est ce que je vous note ici, le complexe hémoglobine-aptoglobine. Donc une fois l'aptoglobine a fixé l'hémoglobine, est reconnu par un récepteur macrophagique. Pourquoi? Pour recycler, il y a un recyclage de l'hémoglobine. Donc il va être endocyté et catabolisé dans les lysosomes, donc, et le fer est recyclé et incorporé dans de nouvelles molécules d'hémoglobine. Vous allez voir, le corps, il est avare en fer, donc il recycle toujours sans fer. Donc il ne va pas libérer sans fer. Donc il trouve toujours les moyens pour recycler sans fer. On dit que le corps humain, il est avare en fer. Donc le complexe hémoglobine aptoglobine, donc sachez toujours, si tu veux répéter une chose, c'est que en général l'aptoglobine, on l'appelle un marqueur de l'hémolyse. Il va fixer l'hémoglobine, puisqu'on a dit au cours d'une réaction inflammatoire, il y a séquestration des hématies, il y a libération de l'hémolyse. Cette hémolyse va être captée par l'aptoglobine et ce complexe aptoglobine-hémoglobine va être endocyté par les macrophages, va se fixer sur des récepteurs macrophagiques, puis endocyté, et puis on va recycler le fer. Donc le taux sérique, il est compris entre 0,5 et 2 grammes par litre, et il suit un rythme circadien, un rythme de 24 heures, avec un pic, avec un maximum à 8 heures du matin. Voilà. Donc on observe une élévation de son taux sérique à 12 heures après le début de l'inflammation. C'est pour cela qu'on ne l'appelle pas un marqueur rapide, c'est un marqueur intermédiaire qui débute que 12 heures après le début de l'inflammation pour atteindre
son maximum à 24 à 36 heures plus tard. Pour cela, on ne peut pas l'utiliser comme un marqueur précoce. Sa demi-vie, elle est de 3 à 6 jours. Et sa demi-vie, elle est de 3 à 6 jours. Donc, c'est un marqueur intermédiaire de l'inflammation. Donc, les variations pathologiques observées sont l'abaissement, voire l'effondrement dans les hémolyses. Alors, quand vous avez une hémolyse, vous aurez toujours une hémoglobine qui va baisser, particulièrement utile lors des hémolyses discrètes. L'élévation, puisque c'est une protéine de l'inflammation, va être élevée. On aura une élévation de la concentration de l'hémoglobine dans les états inflammatoires et fréquente et banale, car l'hémoglobine est un marqueur très sensible de l'inflammation, mais c'est reste un marqueur qui est non spécifique. Donc le taux de l'hémoglobine peut s'élever jusqu'à 10 grammes, mais n'a ni valeur diagnostique ni pronostique. Et ici, là encore, l'intérêt est essentiellement lié à la surveillance de l'évolution des syndromes inflammatoires. Très bien, donc on a vu deux marqueurs cinétiques rapides. On va avoir un premier marqueur cinétique rapide. On a vu deux marqueurs cinétiques intermédiaires. Maintenant, on va voir des marqueurs cinétiques rapides. Bon, la protéine C-réactive qu'on appelle la PCR, en général dans le jargon médical on n'utilise pas le mot français PCR parce qu'on a tendance à le confondre avec une autre technique, mais on garde le mot anglais protéine, c'est la CRP, C-reactive protein, la protéine C-réactive, CRP. On garde toujours le mot CRP, c'est le mot qu'on utilise pour le jargon médical. C'est en général une analyse très demandée et il faut savoir l'interpréter. Et puis c'est une analyse qui est rentrée dans plusieurs algorithmes en infectieuses, pour les maladies, pour les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc voilà, il est vraiment très demandé, très utilisé en néonatologie, dans les services de pédiatrie en général. C'est très demandé. Donc, il a été trouvé dans des sérums de patients avec une pneumonie à pneumocoque. Voilà. Donc, il doit son nom au polysaccharides C des pneumocoques. Voilà, il doit son nom au polysaccharides C du pneumocoque. J'espère que vous connaissez déjà c'est quoi les pneumocoques. Voilà, je pense que vous avez déjà fait vos cours de bactériologie. Voilà, donc pour leur classification biochimique, ils font partie de la famille des pentraxines. Ils ont penta 5 unités, on va voir dans la photo. Ce sont des glycoprotéines de poids moléculaire de 120 000 daltons, formées de 5 sous-unités. Rappelez-vous du cours sur les protéines, les classes des protéines, primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Ça fait partie des protéines quaternaires. C'est l'union de 5 sous-unités identiques. Donc cette protéine porte son nom en raison de sa propriété de précipiter au contact du polysaccharide C du pneumocoque. Voilà, donc il a une propriété de précipiter au contact du polysaccharide C du pneumocoque. C'est pour cela qu'on l'appelle protéine C réactive. Protéine C réactive, donc il a la capacité de réagir, précipiter, donc de réagir au contact des polysaccharides C du pneumocoque de son nom, protéine C réactive. Rappelez-vous, dans les jargons médicaux, on utilise le nom CRP. Donc c'est un marqueur
très précoce, très précoce de l'inflammation, de cinétique rapide, s'élevant dans les 2 à 4 heures. Donc, dans les 2 à 4 heures, c'est très rapide après le début du processus inflammatoire. Donc, vous voyez ici, on a la protéine qui est formée de 5 sous-unités. 5 sous-unités, la protéine C-réactive fait partie du groupe des pentraxines. Voilà. Là, je répète, son usage clinique est très répandu, toutes les spécialités. Donc, le diagnostic et le suivi des infections, en particulier bactériennes, des infections bactériennes, des maladies inflammatoires chroniques et de certaines pathologies oncologiques. Donc, son intérêt réside aussi dans l'évaluation quantitative au cours de l'affection. Donc, la relation entre l'inflammation, le volume de l'inflammation et la concentration. Donc, c'est l'évaluation quantitative. Donc, la CRP, elle est incluse dans le score d'évaluation de l'activité de certaines maladies. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, et pas que la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est comme exemple. Donc, c'est un marqueur qui est inclus dans l'algorithme de plusieurs pathologies, infectieuses, inflammatoires et autres, oncologiques et autres. Voilà, on voit la CRP. Là, c'est la valeur usuelle et le délai d'apparition très court, 2 à 4 heures. 2 à 4 heures. On voit par rapport aux mycoïdes et les autres, c'est vraiment très rapide. Voilà, la CRP, dans les 2 premières heures, on voit sa concentration augmenter d'une manière exponentielle. C'est un bon marqueur de l'inflammation. Donc, il a par ailleurs un rôle dans l'activation. Il a encore d'autres rôles. Il a un rôle dans l'activation du complément et de facilitation de la phagocytose des bactéries et de modulation de la multiplication des lymphocytes T. Rappelez-vous de l'immunité adaptative. Du fait de sa demi-vie très courte, la CRP est aussi un témoin précoce de l'efficacité thérapeutique lors d'une antibiothérapie, par exemple. Voilà. Donc, lors d'une antibiothérapie qu'on va suivre, il faut mesurer la CRP avant l'antibiothérapie, c'est très important. Donc, mesurer dans T0 sans antibiotiques, et puis mettre votre patient sous antibiotiques et suivre la cinétique de la CRP. Donc, quand son taux va baisser, vous voyez, en cas d'inflammation, comme on a vu dans la courbe, la concentration de la CRP augmente d'une manière exponentielle. Donc, voilà, quand vous mettez votre malade sous antibiotiques, vous allez suivre tant T0 sans antibiotiques, et puis après antibiotiques, vous allez voir la cinétique normalement qui doit baisser si votre malade répond à l'antibiothérapie. Donc, la valeur de référence est de 0 à 6 mg par litre. Moi, je dis toujours, il y a un cut-off pour l'inflammation. Donc, dans la pratique en général, on parle d'une inflammation à partir de 10 mg par litre. Mais rappelez-vous des valeurs de référence. Donc, j'ai dit valeurs de référence. Qu'est-ce qu'une valeur de référence? Valeur de référence, c'est des patients en très bonne santé qui n'ont rien. D'accord? Il y a une différence entre valeur normale et valeur de référence. Donc, il faut savoir distinguer les deux. Quand on dit valeur de référence, ça veut dire que c'est des patients jeunes, en très bonne santé, qui n'ont rien, et chez qui on va mesurer, on va mesurer la CRP. Mais ce n'est pas le cas de nos patients, parce qu'on aura des patients plus ou moins âgés, obèses, ou en général, qui ne sont pas on ne peut pas les prendre comme référence. Donc, en général, les valeurs, de par la pratique, c'est en général un cut-off de 10, fixé, cut-off de 10.
des valeurs de référence. Vous pouvez vous rappeler de ce chiffre entre 0 à 6 mg par litre. Après stimulation, donc dans les 6 heures, le taux de CRP augmente au-dessus de 5 mg, il peut atteindre un maximum au bout de 48 heures. Vous voyez là l'augmentation qui est exponentielle de la CRP. La CRP peut augmenter jusqu'à 10 000 fois dans l'inflammation aiguë, comme lors d'une infection. Il peut augmenter d'une manière spectaculaire. Après cela, le niveau de CRP revient en valeur de référence très basse après dans le plasma avec la même vitesse qu'il y a un traitement ou que votre malade répond au traitement. Donc pour le dosage, c'est en général un tube sec. Hein, la température de conservation et de transport est prise entre 2 et 8 degrés jusqu'à une semaine. Donc je vais vous envoyer un cahier de prélèvement où j'ai dressé toutes les recommandations pour la partie préanalytique et aussi toutes les recommandations pour le transport. Je vais vous envoyer par Google Classroom. Très bien, donc pour l'analytique, on utilise la même méthode, une immunoturbidimétrie ou immunonéphilimétrie. Si vous avez l'immunonéphilimétrie, vous la préférez à l'immunoturbidimétrie. Donc en post-analytique, il y a la variation non inflammatoire des protéines. Faites attention à ces variations non inflammatoires. L'âge, donc le taux augmente avec l'âge très faiblement. Le necténaire, il y a une variation necténérale dans les 24 heures. C'est pour cela qu'il faut prélever toujours la même heure. Hormonal, donc les corticoïdes diminuent la production des cytokines et vous aurez une valeur qui sera basse. Les estrogènes augmentent la synthèse des protéines. Voilà. Et l'obésité. Il y a une élévation de la CRP chez les personnes obèses. Donc chez les personnes obèses, vous avez une CRP qui est augmentée. La perte de poids, l'insuffisance hépatique, c'est normal. C'est synthétisé, c'est une protéine qui est synthétisée au niveau hépatique. Et la perte de poids, quand vous allez perdre de poids, il y a la CRP qui va diminuer. La consommation d'alcool diminue la CRP. Donc pour les élévations de la CRP, ils sont observés dans les états inflammatoires, où l'augmentation précède celle de l'urosomycoïde, la trombine, des fibrinogènes. Voilà. Surtout les infections bactériennes néonatales ont signe sur l'efficacité de l'antibiothérapie. En général, pour les infections néonatales, elle renseigne sur l'efficacité de l'antibiothérapie. En général, pour les infections bactériennes, il y a une association entre ces paramètres. Il y a un CRP qui est augmenté, qui va dépasser les 40 mg par litre. Il y a une eosinopénie, ça veut dire une diminution du nombre des polynucléaires eosinophiles. Si vous vous rappelez de votre cours d'hématologie, et il y a une augmentation des globules blancs. Il y a une augmentation des globules blancs qui va dépasser les 10 000. Les 10 000 par millimètre cube, c'est dans le cadre d'une infection bactérienne, surtout une infection bactérienne. Donc une infection bactérienne, c'est une CRP supérieure à 40 et une eosinopénie, une augmentation des globules blancs supérieure à 10 000 par millimètre cube. La CRP elle est très utilisée en post-opératoire pour la surveillance post-opératoire. Où la CRP s'élève systématiquement après l'intervention chirurgicale, qui est une agression physique, et atteint son pic 2 à 3 jours. Si sa concentration sérique continue à s'élever, au-delà de 4 jours, donc il faut craindre une complication. Donc c'est toujours dans la surveillance de l'infection du site opératoire. Donc la surveillance de l'infection du site opératoire, on peut utiliser la CRP. Une chose qui est très importante, et c'est pour cela qu'on a parlé dans la surveillance en néonatologie, donc
en néonatal, la surveillance des infections bactériennes néonatales. Donc, c'est la CRP ne traverse pas le placenta. La CRP ne traverse pas le placenta, d'où l'intérêt de sa détermination en pathologie néonatale. Chose qu'il faut connaître, la CRP ne traverse pas le placenta, d'où son intérêt en pathologie néonatale. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça. Take home message. La CRP est un marqueur très précoce, très prescrit de la réaction inflammatoire et constitue un examen d'urgence dans certaines pathologies. Voilà. Je ne vais pas passer sans parler de la CRP US. Donc, c'est pas la CRP qu'on vient de voir, c'est la CRP US que vous allez trouver, la CRP ultrasensible, la CRP US. Ultrasensible ayant, pourquoi on dit ultrasensible? Parce qu'il a une plus faible limite de détection que le dosage classique, donc 0,1 à 0,2 mg par litre, et un coefficient de variation qui ne doit pas dépasser les 10%. Donc, le dosage de la CRP-US est proposé essentiellement dans le dépistage. Ce paramètre il est proposé dans le dépistage de l'évaluation du risque cardiovasculaire en prévention primaire, sujet sain. D'accord? Voilà pourquoi on utilise la CRP-US. Donc, il faut la connaître, la CRP-US ultrasensible. Très bien, on passe rapidement. On dit quelques mots pour le fibrinogène. Donc, le fibrinogène, c'est le facteur 1 que vous connaissez, d'accord, dans l'hémostase. Il est destiné essentiellement à rappeler des facteurs de la coagulation de 1 à 13. C'est le facteur 1, c'est le premier facteur, c'est le fibrinogène. Il est destiné essentiellement à se transformer en fibrine et à former le KO au cours de la coagulation. Donc, mais aussi, il est une protéine de la phase aiguë, BP1, de l'inflammation positive, donc dont le taux augmente au cours des syndromes inflammatoires. Donc, c'est une glycoprotéine d'un point moléculaire de 330 000 d'Alton, qui est synthétisée dans le foie essentiellement et aussi faiblement par les mégakaryocytes. Appelé des mégakaryocytes, c'est les cellules qui donnent les plaquettes. Voilà, donc il est synthétisé essentiellement au niveau du foie. On va voir la sérum amyloïde A protéine rapidement. C'est la SAA, sérum amyloïde A protéine, est la plus petite des protéines de la phase aiguë. Elle apparaît aussi d'une manière précoce dans toute inflammation aiguë. Et on va observer une élévation précoce du taux de SAA lors des réactions inflammatoires. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour la SAA. Après, on passe à la procalcitonin. C'est maintenant est une protéine de l'inflammation qui est très demandée, et très demandée dans les services cliniques. Donc la procalcitonine est la pro-hormone de la calcitonine. Donc c'est une hormone hypocalcémiante, c'est une pro-hormone voilà, de la calcitonine. On l'appelle la procalcitonine. C'est une protéine de 116 acides aminés dont le gène calque1 est situé sur le chromosome 11. Le gène calque1 peut générer plusieurs transcrits selon un mécanisme de dépistage alternatif. Donc, après traduction, le produit est la priprocalcitonine. C'est une protéine de 141 acides aminés qui comporte une séquence de 25 acides aminés rapidement éliminés dans le réticulum endoplasmique pour aboutir à une protéine de 116 acides aminés qui est la procalcitonine. Voilà une image mieux que 1000 mots, ce que disent les Chinois en général, une image mieux que 1000 mots. Voilà, vous avez ici la priprocalcitonine qui est synthétisée en premier, puis il y a un clivage de peptides céréales qui va nous donner la procalcitonine qui est de 116 acides aminés.
Donc la procalcitonin, il a 141 acides aminés, donc clivage de petit signal. Et va nous donner la procalcitonin. Donc la procalcitonine, c'est une protéine qui est une cinétique qui est rapide, qui va s'élever dans les 2 heures, les premières 2 heures, comme vous voyez. Et sa cinétique est plus rapide que la SRP, comme vous voyez sur la courbe. Voilà. Sa cinétique est plus rapide. Il s'élève, ou sa concentration augmente plus rapidement que celle de la CRP. Voilà, ici vous voyez l'interleukine 6, l'interleukine 10, c'est donc l'inflammation. Bien, donc la procalcitonine dans les conditions physiologiques, la procalcitonine elle n'est produite que par les cellules C de la thyroïde, c'est ce qu'on a vu. Mais en cas d'infection sévère, autochoc septique, elle est synthétisée par de nombreux organes, comme le foie, le tube digestif, le cerveau, les poumons, sous l'effet d'une endotoxine, c'est une endotoxine bactérienne. Donc, elle n'est plus synthétisée que par les cellules C de la thyroïde, mais en cas d'infection sévère, de choc septique, elle est synthétisée par plusieurs organes, le foie, le tube digestif, le cerveau et le poumon. Donc la procalcitonine est reconnue comme un paramètre majeur dans le diagnostic de l'infection bactérienne et fait partie des examens d'urgence. J'ai souligné en vert que c'est le diagnostic de l'infection bactérienne et en plus j'ai arrêté urgence. Le mot urgence, c'est un examen d'urgence. Donc il est utilisé dans un diagnostic précoce et permet la mise en route d'une antibiothérapie et le suivi de son efficacité. Voilà, ça va nous aider pour la mise en route d'une antibiothérapie et le suivi de son efficacité. Voilà, et ça va, dans le cadre des infections nosocomiales, détecter quel patient est infecté, qu'il a une infection bactérienne ou pas. Ça permet un petit peu de connaître si on peut l'isoler ou pas. Donc, un des points forts de la procalcitonine aussi, donc il a une spécificité bactérienne, il fait partie des examens d'urgence, mais aussi sa concentration, elle n'est pas diminuée par les anti-inflammatoires stéroïdiens ou anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, n'est pas diminué ni par les corticoïdes, ni par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ce qui est bien aussi, que sa concentration n'est pas corrélée à leucocytose, au taux des leucocytes. Donc, on peut avoir des neutropénies fébriles. Neutropénie, ça veut dire baisse des polynucléaires neutrophiles, fébriles. Et voilà. Donc, il n'est pas influencé par la leucocytose, il n'est pas influencé par les anti-inflammatoires stéroïdiens et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est un des points forts de la procalcitonine. Voilà, l'échantillon donc de choix est le sérum, donc un tube sec. Et on peut utiliser ça dépend des méthodes. On peut utiliser un tube héparinien, un tube d'éther. Donc, les concentrations dans le sang artériel sont supérieures de 4% par rapport au sang veineux. L'analytique, donc pour la procalcitonine, peut être dosée par plusieurs méthodes qui ont toutes été corrélées à la méthode de référence. C'est en général une technique sandwich utilisant un couple. C'est une technique sandwich, utilisant un couple d'anticorps. Ils vont former un sandwich sur la protéine. Le premier anticorps fixé la protéine, puis le deuxième anticorps qui va venir se fixer. Donc c'est un couple d'anticorps anti-catacalcine fixé et un anti-calcitonien avec un marquage luminescent. Donc il y a toujours fixation des anticorps, puis il y a un marquage qu'on peut mesurer
un marquage luminescent. Donc vous avez, il y a maintenant trois techniques dans le marché. Il y a la méthode, on cite que deux méthodes qui sont les plus utilisées. La méthode immunométrique de Brahms, la limite de détection 0,1 nanogramme par ml. Et puis il y a la technologie TRACE, Time Resolved Amplified Cryptad Emission, qui a été automatisée sur l'automate Cryptor. Donc la limite de détection est de 0,02 nanogrammes par ml. Donc c'est les techniques les plus utilisées. Il y a une autre technique VIDAS, c'est la troisième technique. Donc en post-analytique, donc chez un individu sain, la concentration de la procalcitonin est extrêmement basse. Donc une augmentation peut rarement être observée au cours des infections virales et des états inflammatoires, donc sans excéder 1,5 microgramme par litre. Alors qu'en cas d'infection bactérienne sévère, les concentrations peuvent augmenter jusqu'à 1000 microgrammes par litre. Moi, je vous laisse un lien ici en bas que vous allez trouver sur le PDF que je vous envoie. Vous pouvez cliquer sur ce lien et voir les guidelines en cas d'infection bactérienne, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, il y a des recommandations, des valeurs de suivi de la procalcitonine. Voilà, en initiation de traitement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en cas de surveillance, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en fonction des valeurs de la procalcitonine. Donc, si vous avez une valeur qui est inférieure à 0,25 nanogrammes par ml, l'antibiothérapie est fortement déconseillée au début. Si vous avez entre 0,25 et 0,5, déconseillé. Entre 0,5 et 1, conseillé. Vous voyez? Donc, s'il est supérieur à 1 nanogramme par ml, l'antibiothérapie est fortement conseillée. Voilà, donc ici pour la surveillance, quand est-ce qu'on peut arrêter, voilà, quand est-ce qu'on peut poursuivre, quand est-ce qu'on doit changer carrément de traitement, voilà, donc c'est dans le cadre de surveillance, ça peut aider en fonction des valeurs de la procalcitonine. Donc voilà, comme on a dit, il n'y a pas de biomarqueur idéal, il y a toujours des limites pour chaque biomarqueur, il y a des faux positifs ici. Ces défauts positifs induits par les tumor necrosis factors. Quand il y a une activation macrophagique, un coup de chaleur, les carcinomes bronchiques, carcinomes médulaires de la thyroïde, les polypes traumatisés au grand brûlé, l'insuffisance rénale chronique en hémodialyse, voilà, peuvent donner des faux positifs, mais aussi des faux négatifs. Les infections localisées, l'abcès, appendicite, médiastite, les patients vus trop précocement, les viroses, l'antibiothérapie efficace au moment du dosage, les germes atypiques, comme j'espère que vous avez vu ça en bactériaux, la maladie de Lyme, la brucellose, c'est des germes qui sont atypiques, qui peuvent donner des faux négatifs. Donc, take home message. Hormone de la calcitonin. Et puis, en cas d'infection bactérienne, elle n'est pas seulement sécrétée par les cellules C, elle est sécrétée par d'autres organes, on l'a vu, le foie, le cerveau. Donc, il est stocké après synthèse dans des granules cellulaires. Il ne peut être qu'inhibé en calcitonin que par les cellules C de la thyroïde en calcitonine. Relâchage systématique après stimulé pro-inflammatoire par les cytokines. On cite que les interleukines 1 et 9. Détectable dès la 3e heure, avec un pic entre 6 et 12 heures, donc il est précoce. Très bien, donc c'est ce qu'on a à dire par rapport à la procalcitonine. Donc sachez qu'il y a encore d'autres marqueurs de l'inflammation, mais qu'on ne dose pas fréquemment dans la pratique courante. Ce ne serait que de citer pour l'inflammation, la concentration sérique de la transférine va baisser dans le syndrome inflammatoire. Il y a notre protéine qui va baisser dans l'inflammation. Et puis la concentration de la ferritine qu'on va voir dans le métabolisme des fers, il va augmenter dans les syndromes inflammatoires. Voilà, la ferritine, c'est une protéine qui sert au stockage
du fer, mais aussi c'est une protéine de l'inflammation qui va augmenter dans les syndromes inflammatoires. Les fractions du complément augmentent dans les syndromes inflammatoires. Ici, je vous dresse un tableau où vous avez les paramètres qui vont augmenter en cas d'un syndrome inflammatoire. Donc, les protéines de la coagulation, par excellence, le fibrinogène. Les protéines du complément, par excellence, c'est C3 qui va augmenter. Les protéines de transport, donc l'aptoglobine, la céruloplasmine, et les protéines séroactives, la sérum amyloïde A, le rosomucoïde, la procalcitonin. Et puis il y a des protéines qui vont diminuer, la transférine, qu'on va voir, c'est la protéine de transfert du fer, du transport du fer, transférine. Et vous avez l'albumine ici, qui va diminuer, qu'on appelle des protéines négatives. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans ce cours. On va voir après, et en complément de ce cours aussi, l'électrophorèse des protéines sériques. Merci beaucoup et au cours prochain, Inch'Allah. Merci.